J'étais enceinte de 5 mois et je restais chez mes beaux-parents. Quand je me suis réveillée au milieu de la nuit, j'ai vu un plafond blanc inconnu. J'étais allongée dans un lit d'hôpital. J'ai touché mon ventre avec nervosité, et la bosse avait complètement disparu. La porte s'est ouverte, et mon fils de 8 ans est entré accompagné d'un policier. Tremblant, il a dit « Maman, ce que j'ai vu, c'était… » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans le salon d'un petit appartement de la banlieue de Boston, Jennifer était assise devant son ordinateur portable, caressant doucement son ventre arrondi de 5 mois. Elle travaillait de chez elle comme graphiste indépendante. Alors qu'elle examinait la demande de révision du logo d'un client, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle venait de sentir le bébé bouger en elle. « Maman, est-ce que le bébé va bien aujourd'hui ?» Son fils de 8 ans, Ethan, passa la tête depuis la pièce voisine. Élève en CE2, la première chose qu'il demandait en rentrant de l'école était toujours des nouvelles de son futur frère ou de sa future sœur. C'était un enfant perspicace et bienveillant qui remarquait immédiatement lorsque sa mère ne se sentait pas bien. « Oui, très bien. Le bébé vient de donner un coup de pied, » dit Jennifer en tendant la main à son fils. « Tu veux sentir ?» Ethan se précipita joyeusement et posa sa petite main sur le ventre de sa mère. Alors qu'ils partageaient ce moment de quiétude, ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir. Son mari, Michael, était rentré. « Je suis à la maison, » dit-il d'une voix épuisée. Michael travaillait comme chef de projet dans une entreprise informatique. Il était particulièrement occupé ces derniers temps, ne rentrant jamais avant 21 h. Il passait peu de temps à la maison, même le week-end, il était souvent accaparé par des appels et des courriels professionnels. « Bon retour. Je vais te réchauffer le dîner, » dit Jennifer en commençant à se lever. Mais Michael lui fit signe que non. « Non, j'ai mangé en chemin. Je commence tôt demain, alors je vais juste prendre une douche et me coucher. » Ethan parut un peu déçu, mais ne dit rien. Il était habitué à ce que son père soit ainsi. Michael ébouriffa légèrement les cheveux de son fils et se dirigea directement vers la chambre. Le lendemain matin, Jennifer se rendit chez son gynécologue pour un contrôle. En regardant le bébé sur l'écran de l'échographie, le médecin sourit. « Tout semble normal. Espérons que ce soit une fille cette fois-ci. »« Oui, mon mari et moi espérons tous les deux une fille, » répondit Jennifer. Michael n'avait pas pu venir au rendez-vous, mais il lui avait envoyé un message disant « J'espère que tout se passera bien. » Ce soir-là, au dîner, Jennifer annonça à sa famille « La semaine prochaine, pour Thanksgiving, nous passerons la nuit chez tes parents. Ta mère m'a appelé. » Michael parut surpris. « Vraiment ? Maman ne m'a rien dit. Elle ne voulait sans doute pas te déranger, sachant que tu es très occupé. Elle m'a dit de bien me reposer puisque je suis enceinte. » En réalité, sa belle-mère, Margaret, paraissait très gentille en apparence. Elle avait toujours un sourire doux et se montrait attentionnée envers Jennifer. Son beau-père, Robert, était un homme silencieux qui parlait peu, mais il adorait son petit-fils, Ethan. « J'ai hâte d'aller chez mamie », s'exclama Ethan, les yeux pétillants. Michael consulta le calendrier de son téléphone. « J'ai une réunion vendredi que je ne peux absolument pas manquer. Je vous rejoindrai samedi matin. » Jennifer parut un peu déçue, mais retrouva vite son sourire. « D'accord, Ethan et moi irons en avance, alors. » « Maman a dit que Caroline venait aussi, » ajouta Michael. Caroline était la sœur de son mari, une comptable. Elle vivait avec son mari, et ils ne se voyaient pas souvent. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était à Noël l'année précédente, mais Jennifer en gardait le souvenir d'un moment agréable, rempli de rires et de blagues. Le vendredi de Thanksgiving, Jennifer et Ethan prirent la route pour la maison des beaux-parents. C'était une élégante maison blanche située dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Boston. La porte d'entrée s'ouvrit et Margaret les accueillit avec un sourire chaleureux. « Je suis si contente que vous soyez venus. Ethan, comme tu as grandi. »« Bonjour, belle maman, » dit Jennifer en lui faisant une légère étreinte. Caroline était déjà dans le salon. Sa belle-sœur semblait plus mince qu'auparavant, mais surtout, une ombre assombrissait son expression. « Caroline, ça fait longtemps. Comment vas-tu » lança Jennifer d'un ton enjoué. « Oui, occupée » fut la réponse laconique de Caroline, son regard fixé sur le ventre de Jennifer. « Caroline est fatiguée. Laisse-la tranquille » intervint doucement Margaret. Après le dîner, la famille se détendit dans le salon. Robert lisait le journal pendant que Margaret faisait un ouvrage de couture, parlant de temps en temps à son petit-fils.
Caroline monta tôt se coucher en disant « Je suis fatiguée. » « Tu dois être fatiguée, toi aussi. »« Va te reposer, » dit Margaret à Jennifer. « Oui, je suis un peu lasse du long trajet. » Après avoir mis Ethan au lit, Jennifer s'allongea également dans le lit de la chambre d'amis. Sur la table de chevet se trouvait un verre d'eau fraîche que Margaret avait préparé pour elle. Jennifer ferma les yeux, reconnaissante de la prévenance de sa gentille belle-mère. Au milieu de la nuit, Jennifer se réveilla, assoiffée. La pièce était silencieuse, la lumière des lampadaires filtrant faiblement à travers la fenêtre. En regardant l'horloge, il était un peu plus de 2 heures du matin. Elle s'assit et attrapa le verre sur la table de chevet. Au moment où l'eau froide toucha ses lèvres, elle sentit une légère bizarrerie. Il y avait un goût étrange. Un arrière-goût métallique et quelque peu amer persistait sur sa langue, mais elle pensa que ses papilles étaient simplement sensibles à cause de la fatigue du long trajet et des changements corporels liés à la grossesse. Vaincue par la soif, Jennifer but environ la moitié du verre. « Ce n'est rien. Je suis juste fatiguée. » Se disant cela, elle se recoucha. Ses paupières lourdes se fermèrent immédiatement, et elle tomba dans un sommeil profond. Dans la chambre voisine, Ethan s'était également réveillé. Il s'était levé pour aller aux toilettes et marchait silencieusement dans le couloir sombre, mais personne ne l'avait encore remarqué. Ce que le garçon avait vu restait un secret que personne ne connaissait encore. Le lendemain matin, la lumière du soleil de samedi inondait la fenêtre, mais Jennifer ne parvint pas à se réveiller fraîche et dispose comme d'habitude. Son corps lui semblait lourd comme du plomb, et elle avait même du mal à s'asseoir. Elle n'avait jamais ressenti une telle fatigue. Lorsqu'elle réussit enfin à s'extirper du lit, elle sentit une douleur sourde dans le bas-ventre. Au début, elle pensa qu'il s'agissait de simples crampes, mais la douleur s'intensifia avec le temps. En bas, elle entendait les bruits de la préparation du petit déjeuner. Jennifer descendit lentement les escaliers, s'agrippant fermement à la rampe à chaque pas. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger, Margaret se retourna. Les yeux de sa belle-mère s'écarquillèrent un instant. « Oh, Jennifer, ça va? Tu es toute pâle. » L'inquiétude colorait la voix de Margaret. Elle offrit rapidement une chaise à Jennifer et posa sa main sur son front. « Tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre. As-tu bien dormi cette nuit? » « Oui, je pense que je suis juste un peu fatiguée, » dit Jennifer en forçant un sourire. Le trajet d'hier était long. Ethan regardait sa mère avec inquiétude. Robert leva les yeux de son journal et observa silencieusement Jennifer. Il ne dit rien, mais son regard semblait troublé. « Où est Caroline ?» demanda Jennifer. « Elle a mal à la tête et reste au lit. »« Elle n'a pas bien dormi cette nuit, » répondit rapidement Margaret. « Toi non plus, ne force pas. Nous prendrons le petit déjeuner plus tard. » Mais Jennifer n'avait aucun appétit. En regardant les pancakes préparés, son estomac se noua. Même l'odeur du café lui était désagréable ce matin-là. « Je vais m'allonger un peu. » Jennifer tenta de se lever mais fut soudain prise d'un violent vertige. Elle s'agrippa au bord de la table, évitant de justesse de tomber. « Maman !» s'écria Ethan en se précipitant vers elle. « Ça va. Juste un petit étourdissement. » Soutenue par Margaret, Jennifer s'allongea sur le canapé du salon. Sa belle-mère la couvrit d'une couverture et lui caressa doucement les cheveux. « Ne te surmène pas. Le corps est imprévisible pendant la grossesse. Je le sais bien, j'étais infirmière. » Robert lui apporta de l'eau. Jennifer le remercia et la prit, mais eut peur de la boire. Le goût étrange de l'eau de la nuit précédente lui traversa l'esprit, mais elle chassa rapidement cette pensée. Il ne pouvait rien y avoir d'anormal avec l'eau chez ses beaux-parents. Pendant la matinée, Jennifer resta allongée sur le canapé. Margaret venait la voir de temps en temps, plaçant une serviette froide sur son front. Ethan resta aux côtés de sa mère, inquiet, mais sa grand-mère lui dit « Laisse maman se reposer ». Il alla donc jouer dans le jardin avec son grand-père. Caroline ne sortit pas de sa chambre. En début d'après-midi, la situation prit une tournure dramatique. La douleur sourde dans son bas-ventre devint soudain aiguë. Jennifer faillit hurler. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une douleur de grossesse normale. Elle essaya d'appeler « belle maman », mais aucun son ne sortit. Des sueurs froides perlèrent sur son front et sa respiration devint difficile. Elle parvint à se lever et se dirigea vers la salle de bain. Titubant dans le couloir, elle ouvrit la porte. Et au moment où elle regarda les toilettes, le monde de Jennifer s'effondra. Du sang. Une quantité massive de sang rouge vif tachait ses sous-vêtements. « Non !» Son cri résonna dans toute la maison. Paniquée, Jennifer s'appuya contre la porte de la salle de bain et cria de nouveau.
Belle maman. Quelqu'un. Aidez-moi. Elle entendit des bruits de pas précipités dans les escaliers. Margaret se rua vers la salle de bain, à bout de souffle. Le visage de sa belle-mère devint livide en ouvrant la porte. « J'appelle une ambulance. Tout de suite. » La voix de Margaret tremblait. Elle cria en bas, « Robert, appelle une ambulance, maintenant. » Dans la confusion, Ethan monta les escaliers en courant. En entendant les cris de sa mère, il accourut, le visage effrayé. « Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Le garçon tenta de courir vers sa mère en pleurant, mais Margaret l'arrêta. « Ethan, tu ne peux pas rester là. Va voir grand-père. »« Non, maman. » Jennifer entendit son fils pleurer alors qu'elle sentait sa conscience l'abandonner. Serrant son ventre à deux mains, elle répétait sans cesse, « Le bébé. Le bébé. S'il vous plaît, sauvez le bébé. » Au loin, elle pouvait entendre Robert appeler les services d'urgence, leur donner l'adresse, expliquer la situation. Une femme enceinte de 5 mois, hémorragie massive, perte de connaissance. Dans une chambre au fond du couloir du 2e étage, Caroline observait la scène à travers l'entrebâillement de sa porte. Mais elle ne sortit pas. Même lorsque la sirène de l'ambulance se rapprocha, elle se contenta de rester derrière la porte, son visage affichant une expression complexe, mêlant peur et regret. Les secouristes arrivèrent. Ils placèrent rapidement Jennifer sur une civière et vérifièrent ses signes vitaux. Chute de tension, pouls rapide. On l'emmène à l'hôpital immédiatement. Margaret monta dans l'ambulance. Tout ira bien, Jennifer. Nous serons bientôt à l'hôpital. Le bébé ira bien. Tu iras bien. Mais ces mots sonnaient creux. Robert porta Ethan, qui sanglotait, et les suivit dans sa propre voiture jusqu'à l'hôpital. Le garçon, assis sur la banquette arrière, tremblait en murmurant « Maman » encore et encore. Dans l'ambulance, la conscience de Jennifer s'estompait davantage. Les lumières du plafond devenaient floues. Les voix des secouristes semblaient provenir de sous l'eau. Le bébé. Le bébé. Ne répétant que cela, elle sombra dans l'obscurité. À son arrivée à l'hôpital, Jennifer fut immédiatement conduite aux urgences. Médecins et infirmières l'entourèrent et les soins d'urgence commencèrent. Enceinte de combien de semaines ? 20 semaines, entendit-elle Margaret répondre. La tension chute. Augmenter la perfusion. Échographie. Non. Des fragments de conversation parvenaient à ses oreilles. Puis, Jennifer perdit complètement connaissance. Un plafond blanc et inconnu apparut dans son champ de vision. Jennifer cligna lentement des yeux. Il lui fallut un effort considérable pour les ouvrir. Ses paupières étaient lourdes et tout son corps refusait de bouger, comme s'il était de plomb. Où suis-je ? L'odeur de désinfectant lui agressa les narines. Des bips mécaniques retentissaient à intervalles réguliers. Bip, bip, bip. Dans sa conscience embrumée, elle comprit que c'était le son d'un moniteur cardiaque. Un hôpital. Elle sentit la perfusion dans son bras droit. Elle essaya de bouger sa main gauche mais n'en eut pas la force. En tournant légèrement le cou, elle vit qu'il faisait nuit dehors. Nuit ou petit matin, elle n'avait aucune notion du temps. Les souvenirs lui revinrent par bribes. La maison des beaux-parents, Thanksgiving, le sang dans la salle de bain, l'ambulance, puis le noir. Soudain, une pensée terrible lui traversa l'esprit. Jennifer posa craintivement sa main tremblante sur son ventre. Il n'était plus là. L'arrondi avait disparu. Pendant 5 mois, elle l'avait touché chaque jour. La preuve de vie, qui avait sans aucun doute été là, s'était complètement évanouie. En touchant son ventre plat, elle commença à comprendre la réalité. Non, ce n'est pas possible. Non. Sa voix tremblait. Les larmes débordèrent. Elle toucha son ventre encore et encore, mais la réalité ne changea pas. Non, non, non. Paniquée, Jennifer appuya frénétiquement sur le bouton d'appel de l'infirmière près du lit. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et une jeune infirmière se précipita à l'intérieur. « Calmez-vous, Madame Jennifer. » L'infirmière parla doucement, mais Jennifer n'entendait rien. « Où est mon bébé ? Où est mon bébé ? Oh ! Dites-le-moi » cria-t-elle en essayant de sortir du lit. L'infirmière la retint doucement par les épaules. « S'il vous plaît, calmez-vous. Je vais appeler le médecin. Attendez un instant. Le bébé. Qu'est-il arrivé à mon bébé ? » L'infirmière regarda Jennifer avec des yeux tristes. Cette expression lui dit tout. « S'il vous plaît, attendez que le médecin arrive. » L'infirmière répéta cela et quitta rapidement la chambre.
Restée seule, Jennifer se couvrit le visage de ses deux mains et éclata en sanglots. Son corps était secoué de spasmes. Elle ne pouvait plus respirer. Quelques minutes plus tard, une femme médecin d'âge mûr en blouse blanche entra. Derrière elle se tenait l'infirmière de tout à l'heure. Le médecin s'assit sur la chaise près du lit et prit la main de Jennifer. « Madame Jennifer, je suis le docteur Thomas. Je suis le médecin qui s'occupe de vous. » « Le bébé, dit Jennifer en fixant les yeux du médecin. « S'il vous plaît, dites-moi que le bébé est sain et sauf. » Le docteur Thomas prit une profonde inspiration. Ce moment de silence lui parut une éternité. « Je suis sincèrement désolé. Le bébé n'a pas survécu. » Le monde s'arrêta. Jennifer hurla. C'était un hurlement inhumain, presque animal. Elle secoua la tête encore et encore, essayant de nier la réalité. « Non, c'est un mensonge. Ce n'est pas possible. Nous avons fait tout notre possible. » « Mais, continua le médecin, choisissant ses mots avec soin. Quand vous êtes arrivé, il était déjà. Mais les mots du médecin furent noyés par les cris de Jennifer. L'infirmière se précipita et la serra dans ses bras. Jennifer s'effondra dans les bras de l'infirmière, pleurant comme une enfant. Elle ne sut pas combien de temps s'était écoulé. Lorsque ses larmes se tarirent et que sa voix devint rauque, le médecin reprit la parole. « Madame Jennifer, s'il vous plaît, écoutez calmement. En fait, il y a des circonstances suspectes. » « Des circonstances suspectes ?» À ces mots, Jennifer leva les yeux. « Que voulez-vous dire ?» Le médecin choisit ses mots avec précaution. « Les résultats de votre analyse de sang. » À ce moment, on frappa à la porte. Le médecin et l'infirmière échangèrent un regard. Il semblait qu'elle s'y attendait. « Entrez !» La porte s'ouvrit et deux policiers entrèrent. L'un était un homme d'âge mûr, l'autre une jeune femme. Jennifer était confuse. « La police ? Pourquoi la police est-elle ici ?» L'officier s'avança et montra son insigne. « Madame Jennifer, je suis l'inspecteur Miller. J'aimerais vous poser quelques questions. Je viens de perdre mon bébé. Pourquoi la police ?» C'est justement le sujet, dit l'inspecteur Miller avec une expression grave. L'hôpital nous a prévenus. Une substance anormale a été détectée dans votre analyse de sang. Une substance anormale ? Jennifer ne comprenait pas. De quoi parlez-vous ? Le docteur Thomas expliqua, un médicament abortif. Un médicament appelé misoprostol a été détecté dans votre sang. Ce n'était pas une fausse couche naturelle. Il lui fallut du temps pour comprendre le sens de ces mots. Un médicament abortif. Pas une fausse couche naturelle. Quelqu'un m'a fait ça ? C'est fort probable, dit l'inspecteur Miller. Au cours des dernières 48 heures, y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel ? Une boisson ou un aliment ? Dans l'esprit de Jennifer, les souvenirs de la nuit de vendredi refirent surface. Le verre d'eau sur la table de chevet. Ce goût étrange. L'eau avait un goût bizarre. Quand j'ai bu l'eau sur la table de chevet vendredi soir. Qui avait préparé cette eau ? Ma belle-mère, répondit Jennifer. Mais c'est impossible qu'elle ait fait une chose pareille. L'inspecteur Miller prit des notes. Donc, de vendredi à samedi, vous étiez chez vos beaux-parents. Qui d'autre était là ? Mon beau-père et ma belle-sœur, Caroline. Et mon fils, Ethan. Au moment où elle prononça ce nom, la poitrine de Jennifer se serra. Est-ce qu'Ethan va bien ? Où est mon fils maintenant ? Votre fils est en sécurité. Il est dans la salle d'attente avec son grand-père. Jennifer soupira de soulagement, mais une nouvelle peur la saisit aussitôt. Quelqu'un l'avait drogué. Quelqu'un avait essayé de tuer son bébé. Qui a pu me faire ça ? On frappa de nouveau à la porte. Cette fois, une policière entra. Se présentant comme une enquêtrice spécialisée dans les affaires impliquant des enfants, elle tenait une petite main. Ethan. Son fils de 8 ans regardait sa mère avec des yeux gonflés de larmes. Son visage était pâle, son corps tremblait. Ethan. Jennifer tendit la main. Le garçon se précipita vers le lit de sa mère et s'agrippa à elle. Jennifer serra son fils dans ses bras. Son corps chaud était son seul réconfort. La policière dit doucement, « Madame Jennifer, votre fils dit qu'il a vu quelque chose. » Jennifer regarda le visage de son fils. Les yeux d'Ethan débordaient de larmes. « Tu as vu quelque chose ? Ethan, qu'as-tu vu ?» Le garçon dit d'une petite voix tremblante, « Maman, je suis désolé. J'aurais dû le dire, mais j'avais peur. » « Ce n'est rien, mon chéri. Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi. »
Ethan serra fort la main de sa mère. Tout le monde dans la pièce attendait les prochains mots du garçon. Vendredi soir, commença Ethan d'une voix chevrotante. Je me suis réveillé pour aller aux toilettes. Jennifer caressa doucement le dos de son fils. Oui. Et puis, quand je marchais dans le couloir, la porte de ta chambre était un peu ouverte, continua le garçon en marquant des pauses. J'ai vu quelqu'un entrer à l'intérieur. Qui est entré? Ethan leva les yeux, des larmes coulant sur son visage alors qu'il fixait sa mère. C'était tante Caroline. Une tension emplit la pièce. Seul le bruit du stylo de l'inspecteur Miller prenant des notes se faisait entendre. Tante était près de ton lit. Près du verre, la voix d'Ethan devint encore plus faible. Elle mettait quelque chose qui venait d'une petite fiole. Jennifer eut le souffle coupé. Elle ne pouvait pas y croire. Caroline. Et ensuite, Ethan, après avoir vu ça, qu'as-tu fait? J'ai eu peur. Tellement peur que je ne pouvais plus parler. J'avais peur que tante me voie, alors je suis vite retourné dans ma chambre. Le garçon continua à travers ses sanglots. Maman, je suis désolé. J'aurais dû le dire tout de suite. Alors peut-être que le bébé aurait pu être sauvé. Jennifer serra son fils très fort. Tu n'es pas à blâmer. Ce n'est pas ta faute, Ethan. Mais dans son cœur, la terrible vérité prenait forme. Caroline, sa belle-sœur, avait tué son bébé. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? L'inspecteur Miller se leva. Compris. Nous allons fouiller la maison des beaux-parents immédiatement. Nous devons interroger Caroline. Jennifer tremblait, serrant toujours son fils. Elle ne voulait pas y croire. Mais son fils n'était pas du genre à mentir. Et les résultats de l'analyse de sang confirmaient tout. Quelqu'un avait pris la vie de son bébé. Cette vérité, lentement mais sûrement, se gravait dans le cœur de Jennifer. L'inspecteur Miller s'adressa doucement à Ethan. Peux-tu nous en dire juste un peu plus? Qu'est-ce que ta tante a fait avec cette petite fiole? Le garçon répondit, tremblant dans les bras de sa mère. Elle l'a mise dans sa poche et a quitté la chambre. J'ai eu peur et je me suis caché dans mon lit. Je n'ai pas pu dormir jusqu'au matin. Merci de nous l'avoir dit. Tu es très courageux. L'inspecteur Miller se leva et jeta un regard à sa collègue. Nous allons obtenir un mandat immédiatement et perquisitionner la maison des beaux-parents. Madame Jennifer, s'il vous plaît, reposez-vous avec votre fils pour l'instant. Après que la police eut quitté la chambre, Jennifer regarda son fils. Ce petit corps de 8 ans avait porté un si lourd secret. Ethan, tu as dû avoir si peur. Merci de nous l'avoir dit. Maman, c'est de ma faute, le bébé. Non, dit fermement Jennifer. Ce n'est pas de ta faute. Absolument pas. La seule personne fautive est celle qui a fait ça. 2 heures plus tard, l'inspecteur Miller appela. La maison des beaux-parents avait été fouillée et des preuves décisives avaient été trouvées dans la chambre de Caroline. Le lendemain matin, l'inspecteur Miller rendit de nouveau visite à Jennifer dans sa chambre d'hôpital. Cette fois, il apporta un rapport détaillé. Nous avons trouvé une fiole vide de misoprostol dans la chambre de Caroline. Elle portait ses empreintes digitales. Jennifer écouta en silence. Au début, elle a tout nié. Mais confrontée au témoignage de votre fils et aux preuves matérielles, elle s'est effondrée. Pourquoi? Parvint à articuler Jennifer. Pourquoi Caroline ferait-elle une chose pareille? L'inspecteur Miller soupira profondément. Elle nous a tout raconté dans la salle d'interrogatoire. Apparemment, elle suivait un traitement contre l'infertilité depuis 10 ans. Elle a essayé la FIV de nombreuses fois, sans jamais réussir. La pression de son mari était également considérable. Des émotions complexes tourbillonnaient dans le cœur de Jennifer. La sympathie et la colère, la tristesse et la haine. Mais ce n'est pas une raison. Pas une raison pour tuer mon bébé. Elle a dit ceci, continua l'inspecteur Miller en regardant ses notes. Chaque fois que vous tombiez enceinte, cela lui rappelait qu'elle n'avait rien. Quand elle a appris que vous étiez enceinte de votre 2e enfant, quelque chose s'est brisé en elle. Les paroles de Caroline, rapportées de la salle d'interrogatoire, résonnaient « Je voulais être mère, moi aussi. Pourquoi seulement Jennifer? Pourquoi n'ai-je rien ?» Elle avait crié et pleuré. Mais Jennifer n'avait aucune place pour la sympathie. Quelle que soit la raison, le fait demeurait qu'une vie innocente avait été enlevée. Ce n'est pas tout, poursuivit l'inspecteur Miller. Votre belle-mère, Margaret, est également interrogée. Belle-maman aussi? Vendredi soir, il existe un enregistrement audio d'une conversation entre Caroline et Margaret. En fait, c'est votre beau-père, Robert,
qu'il a secrètement enregistré. Jennifer fut surprise. Pourquoi ce beau-père si silencieux aurait-il fait cela? Robert semble avoir remarqué que quelque chose n'allait pas avec sa fille. Craignant qu'il n'arrive quelque chose, il a enregistré la conversation sur son smartphone. Cet enregistrement audio contenait une conversation effroyable. Voix de Margaret, tu l'as fait? Voix de Caroline, oui, maman. Mais j'ai peur. Et si on le découvrait? Voix de Margaret, ce n'est pas grave. Je vais nettoyer. Je protégerai ma fille. Toi, fais comme si tu ne savais rien. Jennifer écouta, incrédule. Sa gentille belle-mère avait été complice. Margaret a d'abord nié l'authenticité de cet enregistrement, mais l'analyse vocale a confirmé qu'il s'agissait bien d'elle. Quelques heures plus tard, Margaret a également tout avoué en salle d'interrogatoire. Qu'y a-t-il de mal à protéger ma fille? Avait-elle crié. Jennifer peut retomber enceinte. Elle est encore jeune, mais Caroline n'a plus de temps. Elle a déjà 40 ans. En écoutant le rapport de l'inspecteur Miller, Jennifer tremblait de colère. Vous avez pris la vie de mon bébé pour une telle raison? À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. C'était Michael. Il était visiblement accouru du travail. Son costume était froissé et son visage pâle. Jennifer, je suis vraiment désolé d'être en retard. Le bébé? Jennifer regarda son mari. Le mari qui avait privilégié son travail et n'était pas venu chez ses parents le vendredi. Le mari qui ne l'avait pas protégé, elle et leur fils. Le bébé est mort. Ta sœur et ta mère l'ont tué. Michael resta figé. L'inspecteur Miller expliqua la situation. Les preuves, le témoignage d'Ethan, l'enregistrement audio et les aveux. Quand il eut tout entendu, Michael s'effondra sur une chaise. Ma sœur, ma mère, ont fait ça? Je ne peux pas le croire. Il y a des preuves matérielles. Votre fils a été témoin. Michael se prit la tête entre les mains. Mais ma sœur ne ferait jamais une chose pareille. À ces mots, quelque chose se brisa en Jennifer. Même maintenant, tu prends le parti de ta famille. Pas de la nôtre, mais de ta famille de naissance. Ce n'est pas ce que je veux dire, tenta de se justifier Michael. Tu n'étais pas là. Vendredi, tu as fait passer ton travail en premier. Tu nous as envoyés, notre fils et moi, chez tes parents pendant que tu restais en lieu sûr. C'est injuste. Injuste? La voix de Jennifer s'éleva. J'ai perdu notre bébé. Ta famille l'a tué. Et tu défends encore ta sœur? Michael ne put rien dire. Cette nuit-là, Caroline et Margaret furent officiellement arrêtées. Caroline fut inculpée de tentative de meurtre, et Margaret de dissimulation de preuves et de complicité. Le lendemain, Robert se rendit à l'hôpital. Le beau-père de 65 ans semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Jennifer, je suis sincèrement désolé. Il se tenait à l'entrée de la chambre, semblant ne pas avoir le courage d'entrer. J'ai été un homme faible. Je savais que ma fille agissait étrangement. Je savais que ma femme cachait quelque chose, mais je n'ai pas pu les arrêter. Robert pleurait. J'ai fait l'enregistrement, mais je n'ai rien pu faire de plus. Je n'ai pas pu te protéger. Je n'ai pas pu protéger mon petit enfant. Jennifer regarda son beau-père. Cet homme souffrait aussi de l'effondrement de sa famille, mais elle n'avait aucune capacité de sympathie à ce moment-là. S'il vous plaît, partez. Robert inclina la tête et s'en alla silencieusement. Restés seuls dans la chambre d'hôpital, Jennifer et Ethan se serrèrent l'un contre l'autre. Maman, c'est de ma faute. Si j'avais parlé tout de suite, peut-être que le bébé aurait pu être sauvé. Son fils se blâmait sans cesse. Jennifer caressa la tête de son fils et dit, ce n'est pas de ta faute. Tu es un enfant de 8 ans. Même les adultes peuvent avoir trop peur pour parler. Tu as été assez courageux. Tu as dit la vérité. Tu es ma fierté, Ethan. Je suis si heureuse que tu sois là. La mère et le fils pleurèrent silencieusement. Pour la vie perdue, pour la famille brisée, et pour le chemin difficile qu'ils devaient désormais parcourir. Dehors, le soleil se couchait. Une autre longue nuit s'annonçait. Mais cette fois, Jennifer n'était pas seule. Elle avait son fils bien-aimé, qui avait eu le courage de dire la vérité. Cette nuit-là, Michael revint à l'hôpital. « Laisse-moi te parler, dit-il. » Mais Jennifer secoua la tête. « Je ne veux parler de rien pour l'instant. Rentre chez toi. » « Jennifer, s'il te plaît. »« Ethan, as-tu quelque chose à dire à papa ?» Le garçon regarda son père. Dans ses yeux, il y avait de la déception et de la tristesse. « Papa ne nous a pas protégés. »
La voix était faible, mais ces mots transpercèrent le cœur de Michael. Il quitta la chambre d'hôpital sans pouvoir rien dire. Seule dans sa chambre, Jennifer réfléchit calmement. Comment allait-elle vivre désormais? La famille s'était effondrée. Elle avait été trahie par des gens en qui elle avait confiance, mais elle devait continuer à vivre. Pour son fils, pour la vie perdue. Et pour que cette tragédie ne se reproduise plus jamais. 1 an plus tard, au printemps, Jennifer regardait par la fenêtre d'un petit appartement de la banlieue de Boston. Cet endroit, qu'elle avait loué près de chez ses parents, se trouvait dans un quartier résidentiel tranquille, à l'opposé de la maison de ses beaux-parents. Après avoir quitté l'hôpital, elle n'y était jamais retournée. Après un séjour chez ses parents, elle avait loué cet appartement pour devenir indépendante. C'était un 3 pièces, un espace petit mais chaleureux. La médiation de divorce dura 3 mois. Michael a plaidé de nombreuses fois, recommençons à zéro, mais la détermination de Jennifer ne faiblit jamais. C'est impossible. Tu as choisi ton travail et ta propre famille avant nous. C'est un fait immuable. Lors de la dernière séance de médiation, Ethan dit clairement à son père, « Papa ne nous a pas protégés. Je veux être avec maman. » Le divorce fut prononcé. Michael devait payer une pension alimentaire, mais des restrictions furent imposées sur son droit de visite. À moins qu'Ethan lui-même ne le souhaite, il ne serait pas forcé. Le procès prit également fin. Caroline fut condamnée à une peine de 5 ans de prison pour tentative de meurtre. Au tribunal, elle ne regarda pas une seule fois Jennifer. Elle garda la tête baissée et murmura un faible « Je suis désolée ». En prison, Caroline s'effondra mentalement. Selon l'avocat qui lui rendit visite, elle voyait des bébés fantômes dans sa cellule. Elle parlait à des enfants inexistants et chantait des berceuses. Son mari demanda le divorce, et elle se retrouva complètement isolée. Margaret écopa d'une peine avec sursis pour dissimulation de preuves et complicité. Elle n'alla pas en prison, mais ce qu'elle perdit fut immense. Ethan rejeta complètement sa grand-mère. Lorsque Margaret chercha à le voir, le garçon refusa. Mamie est une menteuse. Elle a fait du mal à maman et au bébé. Le rejet de son petit-fils fut la punition la plus douloureuse pour Margaret. En essayant de protéger sa fille, elle avait tout perdu. Elle passait désormais sa vieillesse seule. Robert se sépara de sa femme, un divorce de fait. Il s'éloigna également de son fils, Michael. Il vivait comme un vieil homme solitaire, rongé par les remords quotidiens. Après le divorce, Michael réalisa enfin ses erreurs, avoir priorisé uniquement son travail, ne pas avoir protégé sa famille. Mais quand il le comprit, il était trop tard. Il chercha à voir son fils de nombreuses fois, mais Ethan continua de refuser. Le garçon, désormais âgé de 9 ans, exprimait clairement qu'il ne voulait pas voir son père. Un dimanche après-midi, Jennifer rentra d'une clinique d'obstétrique. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'elle avait commencé des contrôles réguliers. Elle continuait sa thérapie, et les blessures de son cœur guérissaient progressivement. Ethan parlait également avec le conseiller de l'école et se libérait de sa culpabilité. Et aujourd'hui, Jennifer avait appris qu'elle portait une nouvelle vie. Enceinte de 2 mois. Au début, ce fut la peur. Elle pourrait le perdre à nouveau. Quelqu'un pourrait lui faire du mal à nouveau. Assise sur le canapé du salon, elle posa la main sur son ventre. Il n'y avait pas encore d'arrondi, mais la vie était bien là. « Maman, je suis rentrée. » Ethan rentra de l'école d'une voix joyeuse. Son fils, maintenant âgé de 9 ans, avait un peu grandi. « Bon retour, Ethan. Assieds-toi 1 minute. Je dois te parler. » Le garçon remarqua l'expression sérieuse de sa mère et s'assit à côté d'elle. « En fait, j'ai de nouveau un bébé dans mon ventre. » Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Surprise, puis un peu d'anxiété apparut. « Est-ce que ça va aller, cette fois ?»« J'ai peur, » répondit honnêtement Jennifer. « Mais cette fois, il n'y a que nous. Personne ne peut nous faire de mal. » Ethan serra la main de sa mère. Cette petite main était pourtant forte. « Cette fois, c'est moi qui te protégerai, maman. Je te le promets. » Jennifer serra son fils dans ses bras, en pleurant. Cet enfant était là. Cet enfant se battrait à ses côtés. Elle n'était plus seule. Quelques mois plus tard, en automne, Jennifer donna naissance en toute sécurité à une petite fille. Lorsque le travail commença, elle fut saisie par la peur, mais Ethan lui tint la main. « Ça va aller, maman. Je suis là. » Les parents de Jennifer s'étaient également précipités à l'hôpital. Seule sa propre famille célébra la naissance de cette nouvelle vie. « C'est une fille », annonça le médecin. En entendant le cri sain du bébé,
Le sexe n'avait plus d'importance. C'est ma petite sœur, sourit Ethan en tenant le bébé. Le frère de 9 ans berçait avec précaution cette petite vie. Je suis si heureuse que tu sois là, dit Jennifer à son fils. Sans cet enfant, la vérité aurait été enfouie dans l'obscurité. Le courage de cet enfant avait tout changé. Dehors, par la fenêtre, on voyait le dos d'un homme, Michael. Il était venu à l'hôpital pour les voir, mais Ethan lui avait refusé l'accès. Il s'éloigna, les épaules voûtées. Jennifer se tenait près de la fenêtre, tenant le bébé, et pensait. La famille, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est se protéger, se faire confiance et se respecter mutuellement. Maintenant, elle avait une vraie famille. Ethan, son nouveau-né, et ses parents qui la soutenaient toujours. Ce qu'elle avait perdu était immense, mais elle avait aussi gagné quelque chose, la capacité de voir la vérité, la force de discerner ce qui était vraiment important. Sur la table de chevet se trouvait un dessin de famille qu'Ethan avait fait. Maman, lui et sa petite sœur. Juste 3, mais ils avaient l'air heureux. Une nouvelle vie commençait aujourd'hui.